Quand vous interdisez, vous en tant que ministre du Commerce extérieur, l'importation de certains produits, je vous pose la question de savoir, êtes-vous rassuré aujourd'hui que la production locale est suffisante pour couvrir les besoins du marché local? C'est ça ma question. Oui, la réponse est simple. Il y a une évaluation que nous avons faite pour déterminer la quantité ou l'offre locale, en termes clairs, c'est comme ça qu'on l'appelle l'offre, c'est-à-dire la quantité de produits qui sont faits ici localement, la demande locale et puis l'offre extérieure. Et il s'est avéré que la capacité de l'offre intérieure, c'est-à-dire la production intérieure, est capable de satisfaire la demande. Et que là où il est difficile de satisfaire la demande, c'est à de quelques quotas près qu'on peut maintenant autoriser à entrer en RDC. Tous les pays du monde font ça. C'est-à-dire, si on dit, nous avons une capacité de consommer, je parle de l'espace Katanga et l'espace Kasaï, les besoins en farine de maïs, c'est de 1 million de tonnes par an. On peut se dire, la production locale au Katanga est de 800 000 tonnes. Il manque 200 000 tonnes pour arriver à satisfaire la demande. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il autorise l'importation de 200 000 tonnes. C'est comme ça qu'on régule en fait les importations. Donc pour tous les produits que nous avons en RDC et que nous avons interdits, nous avons trouvé que nous avons la capacité de production intérieure. Qu'il s'agisse des bières, qu'il s'agisse de la chaux, du ciment. Vous voyez, il y a 3 entreprises de cimenterie à Kimpese qui ont une capacité de 3 millions de tonnes de production de ciment par an. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le milliardaire nigérien Dangote qui vient construire une cimenterie à Brazzaville. Pas pour la population brazzavilloise ou la population du Congo d'en face, mais parce qu'il vise le marché. Et le plus souvent, on aime perdre sur la RDC, mais pourvu qu'on récupère les devises. Et qu'est-ce qui arrive? Si on vend un sac de ciment ici à 7 $, alors que celui de Kimpese est vendu à 8 $, la préférence normale, c'est qu'on va se ruer sur les sacs de 7 $. Tout à fait. Alors, si on se rue sur les sacs de 7 $, la conséquence, c'est quoi? C'est que tous les Congolais qui travaillent à Kimpese, à milliers, tous, ils perdent l'emploi. Alors, est-ce que le gouvernement doit-il accepter que, par les beaux yeux du milliardaire nigérien, on accepte qu'il fasse entrer ce ciment pour tuer l'entrepreneuriat local? Et c'est à cause de ça, effectivement, que la moyenne de vie des entreprises au Congo est située entre 2 et 3 ans. Donc, quand un investisseur arrive, il a 3 ans pour fermer. Parce que tout simplement, il y a ce dumping, il y a cette concurrence déloyale qui lui est appliquée. Et dans la plupart des cas, les investisseurs quittent la RDC et vont s'installer dans les pays voisins. Maintenant, nous avons reçu la mission du président de la République pour dire nous devons mettre fin à ça. La RDC ne doit pas aller en commerce international comme observateur, il doit aller en commerce international comme acteur. C'est-à-dire plus question de nous ramener ici des choses parce que nous en avons besoin alors que la production intérieure est capable de nous les fournir. Donc, ce sont des règles qui sont bien édictées par l'OMC. Ce n'est pas une invention de Julien Paluku, ce n'est pas une invention du gouvernement. D'ailleurs, ça avait été adopté en Conseil des ministres. Et moi, comme ministre du Commerce extérieur, je ne fais que l'application de la décision du Conseil. Mais Monsieur le ministre, il y a un éternel débat sur le sujet parce que les entreprises locales se plaignent qui n'évoluent pas dans des conditions qui sont particulièrement faciles face à la concurrence, notamment entre guillemets étrangère mais locale. Mais lorsque nous décidons, par exemple, d'adhérer à l'ASDECAF, lorsque nous regardons que ce soit l'EAC, que ce soit la SADC et que nous devons aller jusqu'à briser nos barrières, mais comment par rapport à tout ce que nos entreprises connaissent comme difficulté, comment ils seront en mesure de répondre aux besoins locaux? Oui, la question a été répondue lorsque le premier intervenant nous a dit quelle est la vision à long terme. La vision à long terme, c'est effectivement de construire Lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, j'avais développé ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation. Bien sûr, en fait, c'était pour essayer un peu de donner les schémas qui peut aider la RDC à intégrer le commerce international par la construction des infrastructures nécessaires. Vous savez, ces pratiques de dumping, de fractionnement des marchandises, de transbordement, nous font perdre chaque année 5 milliards de dollars. S'il vous plaît. Ce n'est pas un chiffre que je vois comme ça.
5 milliards de dollars. Imaginez-vous si on récupère ces 5 milliards de dollars et qu'on les affecte aux infrastructures. Ça nous fait 5000 km de routes asphaltées. En 5 ans, ça nous fera 25 000 km de routes asphaltées. Et donc, or, le réseau routier de la RDC, les réseaux prioritaires, est de 58 000 km. Donc, si en 5 ans, on peut faire 25 000 km asphaltés, on aura fait l'interconnexion de toutes les provinces. Et maintenant, là, on peut passer à une autre étape de la construction des infrastructures énergétiques pour essayer un peu d'électrifier les espaces ruraux et permettre effectivement que la RDC se place en ordre utile comme partenaire à même de soutenir la production locale. Mais il n'y a pas que ces mesures que je viens de citer, il y a un problème avec notre système fiscal. Nous avons une ordonnance qui fixe la nomenclature des taxes et impôts. Et nous en avons discuté à la commission ECOFIN, on doit revoir cette ordonnance. Vous vous rappelez, monsieur le ministre, que dans les conseils passés, on a demandé qu'il soit révisé cette ordonnance qui fixe la nomenclature des impôts et taxes. Un opérateur économique commence son activité aujourd'hui, ça fait 50 personnes qui se présentent pour lui demander chacune sa taxe. Et finalement, la conséquence, c'est que chacun fuit. Et donc, nous avons compris, nous, gouvernement, qu'il y a aussi une responsabilité du gouvernement de réviser son système fiscal pour l'adapter à l'évolution du monde de manière à rendre compétitifs nos opérateurs économiques locaux. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, des gens vont s'en aller. Je me rappelle, dans la zone économique de Maluku, qui est sous régime spécial, hors du droit commun, il y a un agent qui est allé déposer là-bas une note de perception de 11 millions de dollars. Alors, l'investisseur est venu, il a investi 50 millions de dollars pour nous produire les carreaux et des faïences à Maluku, mais un agent de l'État lui amène une note de perception d'une taxe à payer de 11 millions de dollars. Et finalement, il nous appelle et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons cru que la zone économique spéciale, c'est une zone qui est sous régime spécial avec des exemptions qui sont contenues dans une loi. Mais l'agent est venu d'où? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des pratiques aussi qui sont liées à nous, États, que nous devons bannir de la manière la plus forte parce qu'elles sont faites par nos agents qui se comportent autrement que la volonté du gouvernement. Merci.